Le bois enchanté. Le pauvre Améryl ne mangeait presque pas. Il dormait moins encore. Il ne riait plus du tout, depuis qu'ayant demandé à son voisin Chamaric la main de sa fille, la belle Néri, surnommée Charme des yeux, il en avait reçu cette réponse. « Je ne peux donner ma fille à un simple journalier comme toi. Tu n'as pas de l'ouvrage toute l'année, et dans un ménage, il faut du pain tous les jours. Si je cédais à tes désirs, dans quelques mois d'ici, Néri viendrait me dire tout en pleurs, « Père, pourquoi m'avez-vous mariée ?» Et toi-même tu me dirais, « Pourquoi m'avez-vous donné Néri ?» Parle à l'intendant des troupeaux du roi qui t'occupe depuis quelque temps. Demande-lui la place de berger qui est devenue vacante, et nous verrons alors si je peux t'accorder ma fille. » Telles furent les paroles de Chamaric, et le bon jeune homme, qui jusqu'à ce jour n'avait désiré qu'une chose au monde, savoir la main de Néri, dut maintenant en désirer deux, puisqu'il ne pouvait pas espérer d'être le gendre de Chamaric s'il n'était pas le berger du roi. Il ne faut donc pas être surpris qu'il eût si peu d'appétit, qu'il dormît si peu que ce n'était pas la peine d'en parler, et qu'il fût à l'ordinaire moins près de rire que de pleurer. « Courage, mon fils, lui dit la mère Bobine, retourne au travail chez l'intendant des troupeaux du roi. Fais-lui ta demande, et s'il plaît aux bons esprits, tu obtiendras de ce côté ce que tu désires. Alors j'irai parler au voisin. Je lui demanderai pour toi Charme des yeux, et il ne manquera pas de te l'accorder. Mais il faut d'abord déjeuner, car si tu te laisses mourir de faim, adieu la place de berger, adieu la belle Néri, et d'abord adieu ta pauvre mère, qui ne saurait vivre sans toi. » Améryl ne put résister à des exhortations si tendres. Il mangea la soupe que Bobine lui avait préparée. Après quoi, il se rendit chez l'intendant royal. Il fallait traverser un grand bois, percé d'une belle avenue, et comme le jeune homme n'avait point à chercher sa route, il rêvait, chemin faisant, à la manière dont il s'y prendrait pour aborder le terrible intendant, et pour lui demander la place de berger du roi. Il était arrivé au milieu de la forêt, sans avoir encore trouvé aucune parole qui pût le satisfaire, lorsqu'il se vit arrêté soudain par une branche, qui s'avança comme un bras du chêne le plus voisin. Il voulut l'écarter, mais la branche le prit et le serra avec ses petits rameaux, comme une main aurait pu faire. Il se tourna alors vers le chêne, et lui trouva une apparence tout extraordinaire. C'était un arbre encore, et c'était aussi comme un géant, qui avait quelque chose des formes humaines, sauf qu'il n'avait qu'un seul pied. Du reste, Améryl distinguait deux bras tortueux, une tête avec une sorte de visage, où la mousse tenait lieu de barbe. Il voyait quelque chose comme deux yeux, un nez, enfin une bouche aux lèvres d'écorce. Et cette bouche se mit à parler. Et l'arbre dit, d'une voix lente et solennelle, « Qui saura sa langue bridée, du bercail obtiendra l'empire. Il faut demander sans rien dire. Sans rien dire, il faut demander. » On remarquera que cet oracle avait parlé en vers, qui n'étaient pas, il faut en convenir, les plus beaux du monde, mais qui étaient assurément au nombre des plus obscurs. Demander sans rien dire, se disait à lui-même le pauvre garçon. Tandis qu'il rêvait à cet avis étrange, il leva les yeux vers le chêne et ne vit plus qu'un arbre ordinaire. La tête, la figure et la barbe avaient disparu. La branche s'était retirée et laissait le passage libre au journalier. Arrivé chez l'intendant, il vit beaucoup d'ouvriers,
qui, tout en faisant leur travail, parlaient de la place qu'on donnerait ce jour-là, et qui se proposaient aussi de la demander. « Et comment vous y prendrez-vous pour la demander ?» leur dit naïvement le fils de Bobine. « Comment nous nous y prendrons ?» répondirent les ouvriers en riant de sa simplicité. « Nous nous y prendrons comme tout le monde. Nous dirons tout ce que nous pourrons dire en notre faveur. » Pauvres gens, se dit à lui-même le bon Améril, ils n'ont pas entendu l'oracle du chêne. Du matin au soir, les ouvriers se présentèrent chez l'intendant, les uns après les autres, et lui firent longuement la demande qu'ils avaient à lui faire. Aucun d'eux ne croyait manquer de titres excellents pour obtenir la place, et chacun les fit valoir avec toute l'éloquence que peut donner le vif désir d'être écouté favorablement. Améril, qui savait quel serait l'effet de leur discours, ne s'alarmait point de se voir devancé par ses compétiteurs. Il rêvait aux paroles de l'arbre, et vers le soir, il crut en avoir enfin trouvé l'explication. Il se rendit dans une bergerie voisine, où il emprunta l'habillement, la panetière et la houlette d'un berger. Puis, ainsi équipé, il se présenta chez l'intendant. Ses rivaux, ayant remarqué la chose, le suivirent pour voir ce qui allait arriver. Quelques-uns lui disaient « Que signifie cela? Te crois-tu déjà berger du roi pour t'habiller de la sorte ?» L'intendant était assis devant sa maison et respirait le frais. Lorsqu'il vit Améril s'approcher, il lui demanda à son tour s'il prétendait à la place dont il portait déjà les insignes. Pour toute réponse, le jeune garçon ôta son chapeau et fit un salut respectueux en avançant le bras qui portait la houlette. « Ah, fort bien. Tu voudrais être berger du roi, dit l'intendant, que cette requête silencieuse avait fait sourire. Et si je t'accordais la place, comment t'y prendrais-tu pour conduire le troupeau? » Améril montra le chien qu'il tenait en laisse, et le chien poussa fort à propos quelques aboiements. Après quoi, le fils de Bobine, ayant pris un sifflet qui pendait à sa ceinture, en donna 2 ou 3 coups. Si néanmoins quelques moutons s'écartaient, poursuivit l'intendant, comment les ramènerais-tu au bon chemin? Améril creusa la terre avec le fer de sa houlette et lança si adroitement la motte enlevée qu'on vit bien qu'il savait à merveille se servir du bâton pastoral. Mais un loup peut survenir. Le fils de Bobine prit sa houlette des 2 mains et la tint en arrêt d'un air si terrible et si résolu qu'on jugea parfaitement qu'il saurait au besoin s'en faire une arme pour la défense du troupeau. « Enfin, si je te nomme berger, quelle garantie me donneras-tu de ta fidélité ?» Améril leva la main droite vers le ciel, la posa ensuite sur son cœur, et, les yeux fixés sur l'intendant avec une modeste confiance, il attendit sa réponse. « Tu seras berger du roi, dit l'intendant, charmé d'une demande si brève et si nouvelle. Tu sais te taire. Le besoin de jaser avec les autres bergers ne te fera jamais abandonner ton troupeau. » L'heureux vainqueur rendit grâce à l'intendant par une profonde révérence, et tendit la main à ses camarades en leur disant « Soyez toujours mes amis malgré la préférence qui m'est accordée. Vous voyez que j'avais raison de vous dire comment vous y prendrez-vous pour demander la place. » Il retournait chez lui bien content, et se flattait que Chamaric ne lui refuserait plus la belle Néri. Il cheminait leste et joyeux, mais non loin de l'entrée du bois, dans un endroit où quelques rochers dominaient la route, il fut arrêté soudain par un bloc de granit qui, se détachant de ces rochers,
roula jusqu'au milieu du chemin, où il prit en un moment la figure humaine, mais si parfaite et si belle qu'on n'en vit jamais de pareille se former sous le ciseau d'un sculpteur. D'ailleurs, cette statue avait de grands avantages sur tous les autres. Elle marchait, elle parlait. Elle apostropha en ces termes Améryl, qui ne fut pas moins surpris que le matin. Pour obtenir charme des yeux, bien dire est le secret suprême, et mieux parlera qui mieux aime parlera mieux. Après avoir dit ces mots, la statue redevint bloc de pierre et remonta d'elle-même prendre sa première place. Améryl ne put s'empêcher de regretter qu'un si bel ouvrage fût anéanti. Cependant, il s'agenouilla devant la roche et lui rendit pour son avis de très humbles actions de grâce. Ensuite il continua sa route, plus inquiet et plus embarrassé qu'après avoir entendu la voix du chêne. Il cherchait ce qu'il pourrait dire pour satisfaire l'oracle de pierre, et ne trouvait rien qui le contentât lui-même. Arrivé chez sa mère, il lui conta tous les événements de la journée, et quoiqu'il fût devenu berger du roi, il ne se sentait pas plus d'appétit qu'auparavant. « Courage, lui dit la pauvre Bobine, nous sommes deux pour achever l'ouvrage. Espérons que nous en viendrons à bout. Ma bonne mère, je vous en prie, ne songez pas à m'aider, et ne me dites rien. Les fées, les enchanteurs sont des gens d'un caractère bizarre et fantasque, et si vous veniez à mon secours, peut-être vous gâteriez tout. C'est moi seule qui suis chargée de les deviner. Il ne faut pas que j'y mette de la supercherie. D'ailleurs, je crois avoir enfin découvert le sens des paroles de la statue. » Comme il était fort pressé de connaître son sort, il courut aussitôt avec sa mère chez le voisin Chamaric et lui dit en présence de la belle Néri. « Seigneur Chamaric, vous voyez devant vous un des nombreux prétendants qui aspirent à la main de votre charmante fille. Je crois qu'il n'en est aucun qui l'aime autant que moi, et qui souhaite aussi sincèrement qu'elle soit heureuse. C'est pourquoi je ne vous dirai pas. Accordez-moi Néri pour épouse. Je vous dirai plutôt, accordez-la au plus digne, à celui qui pourra le mieux faire son bonheur. » Le voisin fut touché d'une prière si désintéressée, et il répondit « Honnête Améryl, vous prévenez mon désir. Je voudrais bien marier ma fille avec le plus digne, mais quel est celui qui serait pour Néri le meilleur époux? Le cœur me dit que c'est moi, seigneur Chamaric. Cependant je peux m'abuser. Si vous daignez m'en croire, nous irons tous ensemble au Grand Bois, dès demain. On apprend dans le Grand Bois des choses merveilleuses. J'en ai fait l'expérience, et vous pourrez bien la faire à votre tour. » Le lendemain, Néri fut prête à partir dès l'aurore. Le zèle maternel ne laissa pas non plus Bobine endormie. Chamaric ne se fit pas attendre. Améryl fut encore plus matinal que tous les autres. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ils parvinrent jusqu'au milieu du bois, sans rien voir et sans rien entendre. Mais lorsqu'ils y furent arrivés, ils virent tout à coup les arbres se changer comme le chêne avait fait, et se donner la main et danser une ronde immense, en même temps que leurs 1000 voix entonnaient une chanson de noces où se trouvaient associés les noms d'Améryl et de Néri, ce qui fut pour Chamaric la preuve certaine de ce qu'il avait soupçonné au premier abord. C'est que celui qui avait désiré avant tout que sa fille fût heureuse était,
plus que tout autre capable de faire son bonheur. Sa résolution étant prise, il plaça la main de Néri dans celle d'Améril. Et bientôt la ronde cessa. Les chênes, les ormeaux, les sapins, reprenant leur forme et leur place, ne firent plus entendre qu'un doux murmure. Les jeunes époux retournèrent souvent dans le bois enchanté où leur bonheur avait pris naissance.